Malgré cela, posons-nous la question. Le neutron a-t-il été formellement observé? Non. Nous interprétons certains phénomènes autour de cette particule parce qu'on ne sait pas faire autrement. On en a besoin dans le noyau atomique pour justifier pourquoi les protons ne se repoussent pas. Nous trouvons même d'autres explications qui sont souvent douteuses. Prenons le cas de la fission nucléaire qui se produirait au cœur des centrales nucléaires. On nous explique qu'en projetant un neutron contre un noyau d'uranium, celui-ci fissionne en libérant d'autres neutrons qui, à leur tour, iront fissionner d'autres noyaux et ainsi de suite. Ceci est la description d'une réaction en chaîne. Que cette description tente d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'une bombe nucléaire, à la rigueur, mais cette réaction serait celle qui se déroule au cœur des centrales nucléaires. Alors, comment arrive-t-on à réguler une telle réaction en chaîne? On nous dit qu'il piège des neutrons, mais dans l'épaisseur d'un barreau de combustible, il y a des milliards d'atomes, lesquels devraient rencontrer les neutrons des précédentes réactions. Donc, comment peut-on prétendre piéger tous les neutrons qui sont encore au milieu de ce barreau? Sans parler que cette réaction devrait se propager également dans la hauteur du barreau. Non, sincèrement, si nous savons produire de l'énergie avec de telles centrales, je suis navré de le dire, mais nous n'avons toujours pas compris comment elles fonctionnent. Ce sont les conditions ambiantes qui favorisent ou non la désagrégation, et le MAES l'explique simplement, et les barres de contrôle modifient ces conditions. Cette désagrégation de la matière produit des éléments plus petits qui occupent un plus grand volume, et ceci se déroule dans le circuit primaire. Voilà pourquoi vous êtes contraint de rejeter dans l'atmosphère ce surplus de pression, cette pollution. Vous avez beau prétendre que tout est étanche, vous êtes obligé de le dégazer. Ce modèle atomique explique également que la réaction inverse, qui est la fusion nucléaire, ne produira jamais plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et toutes nos expériences dans les tokamaks l'ont déjà démontré. Ce n'est pas une question d'échelle et le projet ITER sera uniquement un gouffre financier s'il va à son terme. On veut nous faire croire que cette réaction est présente dans les bombes à H, les bombes à hydrogène, ce qui expliquerait qu'elles soient plus dévastatrices. Mais les militaires comme les physiciens sont des menteurs. Je ne parle pas de leur prétendue bombe à neutrons qui n'a jamais existé, mais bien de cette bombe H qui est une bombe traditionnelle avec une amorce faite autour des isotopes de l'hydrogène. Et le MAES explique leur rôle et pourquoi la réaction est plus virulente. Et surtout que ce n'est jamais une fusion des noyaux d'atomes, mais toujours une désagrégation. Revenons au sujet qui était de découvrir le principe de la pesanteur. Je disais que l'atome d'uranium est le plus gros dans les conditions qui règnent au niveau du sol. Or, si nous plongeons à l'intérieur du manteau terrestre, dans le magma, nous trouvons de nouvelles conditions plus propices à la formation d'atomes encore plus gros, lesquels, s'ils remontent, se désagrègent, se fissionnent en produisant un surplus d'énergie thermique, en générant le magma. Si nous poursuivons notre voyage dans les profondeurs du manteau, nous rencontrerons des atomes de plus en plus gros, car si la pression hydrostatique augmente rapidement, l'action du champ de pesanteur, ce que vous connaissez encore sous le nom d'accélération gravitationnelle, augmente elle aussi. Si je fais simultanément le voyage de l'autre côté du globe, nous faisons les mêmes constats, des noyaux atomiques de plus en plus gros, jusqu'à n'en trouver plus qu'un seul, parfaitement centré. Ceci est le noyau astral, un gigantesque noyau atomique formé de protons,
organisé de sorte que tous les faisceaux magnétiques soient orientés dans une direction, celle des pôles magnétiques. Avant de bondir parce que cette vision serait le début de la formation d'un trou noir, rappelez-vous que je vais démontrer la pesanteur, qui n'est pas la gravitation, parce que Newton s'est trompé. Cet immense noyau atomique, ce noyau astral, ne peut subsister uniquement si la pression est suffisante. Pression obtenue grâce à la malléabilité de la matière qui forme le manteau et surtout grâce aux électrons libres qui migrent en direction du centre pour compléter le nombre d'électrons autour des atomes qui se désagrègent. L'équilibre est assuré par les électrons car ce sont eux qui exercent la force répulsive, la pression. Dans l'immensité du cosmos proche, la pression des terres est très faible, quasiment nulle, mais pas entièrement. Donc nous avons une pression des terres très faible dans l'espace et une pression considérable en périphérie du noyau astral. Il y a donc une progression de cette pression d'éther en direction du centre de l'astre. Ce volume d'éther, dans lequel il y a une composante de la force orientée en direction du centre, est le champ de pesanteur. Je parle d'une pression d'éther pour visualiser ce que j'essaye de faire comprendre. Mais ce terme de pression n'est pas correct. Parce que la pression est une force par unité de surface et pour déterminer la progression de l'action du champ de pesanteur, cette composante orientée en direction du centre, il faut une force par unité de volume. Donc une nouvelle grandeur physique qu'il fallait découvrir. Je ne vais pas refaire tout le développement qui figure dans le livre. Je dis seulement que je retrouve une progression qui suit une fonction en 1 sur r carré, exactement comme celle mesurée et attribuée à l'accélération gravitationnelle. Mais, contrairement à la gravitation, la force n'est plus mystérieuse et surtout, elle ne provient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. En effet, sur ce modèle, les forces passent par les bulles électroniques et non pas par l'attraction du noyau. Le noyau flotte au milieu de ces bulles parce qu'il tire de tous les côtés. Tous les électrons qui composent un bloc de matière perçoivent l'action du champ de pesanteur qui règne en ce lieu. Donc, la quantité de matière ne correspond pas au nombre de particules qui sont présentes dans le noyau, mais au nombre d'électrons. Le poids d'une entité est fonction du nombre d'électrons qui la composent, et la taille des bulles électroniques définit sa densité. Plus elles sont petites, plus l'entité est dense, donc pour un même volume, l'objet plus dense et plus lourd, parce qu'il y en a plus. Je parle du poids, alors cherchons à le comprendre. À l'époque de l'établissement des premiers systèmes de mesure, pour donner une signification à l'unité de poids, il aurait fallu, j'emploie le conditionnel, vous comprendrez la raison par la suite. Il aurait fallu, comme pour l'unité de longueur, prendre un étalon poids. De plus, cette unité aurait représenté l'unité de force, parce que le poids est une force. Malheureusement, nous avons deux dispositifs de pesage différents. Le dynamomètre, qui utilise la déformation élastique d'un ressort par exemple, et les balances à fléau. Ces balances comparent des poids, d'un côté une quantité de marchandises et de l'autre une référence chiffrée qui permet de déterminer le poids de cette marchandise. Mais quel que soit le lieu, donc quelle que soit la valeur de l'action du champ de pesanteur, vu qu'elle varie en fonction de notre position en latitude sur le globe, elle est moins intense à l'équateur qu'au pôle, cet équilibre reste constant, car des deux côtés, ils subissent les mêmes changements.
Et c'est cette invariance des balances par rapport au dynamomètre qui, lui, subit une déformation variable. C'est cette invariance qui a fait penser que les balances mesuraient la quantité de matière, la masse. Ce flou était incompris. Dans la formule du poids qui est P égale mg, où P est le poids, m la masse et g l'accélération gravitationnelle, accélération que nous pouvons sans autre nommer plus correctement action du champ de pesanteur, parce qu'elle a la même valeur et la même unité, sans pour autant être celle d'une accélération. Mes précédents propos sur l'accéléromètre en sont une explication. Je disais donc que dans la formule du poids, la seule grandeur invariable, dans le cas de mesures similaires en des lieux différents, est la masse. Alors les scientifiques de l'époque ont commis une très grave erreur. Ils ont affecté cette masse d'une unité de grandeur qui est aujourd'hui le kilogramme. C'est une très grave erreur parce que par son principe, la balance est un instrument qui permet d'unifier les échanges commerciaux. Oui, quel que soit le lieu, donc quelle que soit l'action de la pesanteur, une quantité de matière précieuse aura toujours la même correspondance avec la référence étalon. Nous devons de ce fait parler de poids unifié, tandis que le dynamomètre affiche, lui, le poids effectif. La quantité de matière, la masse, n'est que le rapport entre la quantité de matière qui forme l'étalon de base et la quantité de matière contenue dans la marchandise pesée, comparée. C'est un rapport de grandeur. Or, un rapport ne peut jamais posséder une unité de grandeur. Pour imager cette remarque, si l'étalon est 4 pommes par exemple, et que j'en ai 20, j'ai 5 fois cet étalon, j'ai 5 étalons pommes, et non pas 5 pommes. Avec la masse, c'est exactement la même chose. L'étalon représente un nombre d'électrons, et sur une balance, nous comparons combien de fois ce nombre d'électrons est contenu dans cette marchandise. Nous ne connaissons pas le nombre d'électrons qu'il y a dans l'étalon. Par contre, nous saurons combien de fois ce nombre est dans la marchandise pesée. Voilà pourquoi il y a toujours cette ambiguïté entre la masse et le poids, entre le kilogramme, unité de masse, et le newton, unité de force, donc de poids. Il aurait fallu parler de poids unifié et de poids effectif pour faire la différence. Le poids effectif est mesuré avec un dynamomètre, mais comme l'étalon a été défini en un lieu, Paris en l'occurrence, c'est cet étalon qui se déplace et non pas l'instrument étalonné à Paris. De ce fait, même le dynamomètre affiche une valeur du poids unifié. Il en résulte que la valeur effective du poids ne peut être qu'une valeur calculée. En conclusion, l'unité de masse, le kilogramme, bien qu'il soit considéré comme une grandeur fondamentale, est une très grave erreur. Il faut donc la faire disparaître du système de mesure. Je sais, cette remise en cause est vraiment surprenante, voire déconcertante, car nous avons beaucoup de relations qui utilisent la masse et son unité, le kilogramme. Mais ce n'est vraiment pas un problème de supprimer ce kilogramme. Bien au contraire, de nouvelles évidences sautent aux yeux, comme je le démontre à la fin du livre avec une nouvelle théorie que je nomme la théorie de l'effectivité. Mais là encore, ça ne fait pas l'objet de cette présente vidéo. Justement, pour clore cette vidéo, je reviens sur quelques explications que j'ai données au sujet du noyau astral de notre planète Terre. Ce noyau, constitué exclusivement de protons, se désagrège, produit de la matière moins dense, donc qui occupe un plus grand volume. C'est en réfléchissant de la sorte que je suis arrivé à découvrir une théorie.
théorie qui existait depuis plus d'un siècle. Donc j'ai redécouvert une théorie volontairement et occultée parce qu'il y a la tectonique des plaques continentales qui prévaut et qui fait office de seule vérité qu'il faut enseigner. Or, cette théorie si savamment ignorée est une évidence, c'est l'expansion terrestre. Voici le globe terrestre actuel. À l'époque des dinosaures, il y a 200 millions d'années, le globe terrestre avait la taille suivante. Il était 2 fois plus petit. Tout démontre cette nouvelle vérité. Les cicatrices des différentes phases d'expansion au fond des océans, les dorsales, les observations de terrain, le fonctionnement des volcans, bref, tout le démontre. Mais nous voulons croire qu'il y a subduction, passage de la couche océanique sous la croûte continentale. Bref, nous racontons n'importe quoi. Il est inutile d'imaginer la valse des continents. S'ils sont sur un corps qui grandit, ils s'éloignent tout naturellement. De plus, le modèle atomique actuel n'expliquait rien, alors que cette désagrégation des atomes dans le manteau forme de la matière moins dense qui monte à la surface sous forme d'éléments solides, liquides et gazeux. Inutile de croire en une pluie de météorites pour expliquer l'apparition de l'eau. Encore une fois, c'est un phénomène tout à fait naturel. Toute l'histoire de notre planète peut être réécrite sur cette base. Et par exemple, les périodes de glaciation peuvent être expliquées par une détente de l'atmosphère suite à une phase d'expansion, tout simplement. Ou encore, la disparition des dinosaures était inévitable. En effet, sur une telle sphère, l'action de la pesanteur était plus intense, les choses lourdes étaient encore plus lourdes. Or, nous savons que les os creux de ces créatures gigantesques étaient critiques. Ils n'étaient pas en mesure de supporter leur propre poids. Donc, avec un poids plus intense, cette remarque devient super critique. Non, en fait, ce ne sont pas les os creux qui sont super critiques, mais l'atmosphère de l'époque. En effet, les molécules de gaz de l'atmosphère perçoivent cette action de la pesanteur. Donc ces molécules doivent exercer une force répulsive plus intense. Les bulles électroniques sont plus petites. Les faisceaux magnétiques sont en mesure de capter ceux des molécules adjacentes. Nous sommes en présence d'un liquide de cet état supercritique. L'atmosphère de l'époque était à l'état liquide. Moins dense que l'eau, les animaux se déplaçaient en marchant sur le sol, en respirant dans ce milieu, une expérience ayant déjà montré que cela était possible avec une souris. Ces animaux percevaient donc une poussée d'Archimède qui explique ces os si fragiles et qui explique pourquoi ils n'ont pas réussi à survivre dans ces nouvelles conditions où leur poids devenait insupportable. Seuls les amphibiens ou ceux qui ne supportaient pas toujours leur poids du fait de leur morphologie ont eu le temps d'évoluer pour arriver jusqu'à nous. Il est donc malheureusement impossible de faire un Jurassic Park dans les conditions actuelles. Nous pouvons même réfléchir bien au-delà de notre simple planète. En effet, en démontrant que la gravitation était une erreur, il faut balayer toutes les théories qui se sont fondées autour d'elle, celles qui deviennent un empilement d'hypothèses. Par exemple, la formation des astres par accrétion devient un désastre. Oui, notre étoile, Soleil, ne rayonne pas par fusion thermonucléaire d'un plasma maintenu en place par gravitation. Non, il possède également un immense noyau astral qui se désagrège et qui nous montre ce qui se passe en profondeur dans notre planète.
En refroidissant, une étoile n'arrive pas à former une coquille solide qui l'envelopperait totalement. Elle est trop grosse. Alors, de temps en temps, elle procède à des liftings et expulse de la matière qui formera ou non une planète. Nous ne sommes pas une poussière d'étoiles, mais une goutte de soleil. C'est tout de même plus joli, non? Dans le même registre, les planètes géantes, nommées planètes gazeuses, est une monstrueuse conclusion induite par cette notion de masse et l'unité qui lui était accolée. En effet, nous avons cherché une constante universelle de la gravitation de symbole G majuscule pour donner une valeur de masse aux astres. Or, le produit de cette constante avec la masse, le produit Gm, est bien une constante. C'est celle que je nomme la constante astrale, constante qui est fonction de l'objet céleste considéré. Elle permet de caractériser le champ de pesanteur de cet objet, les grandeurs qui sont utilisées pour quantifier les comportements qui seront observés dans de telles conditions. Mais cette constante ne permet pas de définir une quantité de matière, celle d'un astre, car cette quantité de matière est produite par le noyau astral, donc elle varie en fonction de sa désagrégation. Nos observations du cosmos ont besoin de matière noire pour pouvoir les expliquer avec la gravitation, alors qu'avec le principe de la pesanteur, il n'est plus utile de tels artifices. La pesanteur varie de la même manière que feu la gravitation, mais elle est limitée autour des corps qui possèdent un noyau astral. C'est son champ de pesanteur, c'est sa sphère d'influence, c'est une sphère d'éther. Voilà pourquoi, dans le livre, je la nomme l'éther-sphère. Vous voyez qu'en partant du modèle atomique actuel, en montrant ses lacunes et en apportant de nouvelles hypothèses qui sont confrontées aux observations, celles-ci permettent de donner des interprétations inédites à nos observations et une nouvelle logique s'installe. Une nouvelle logique beaucoup plus crédible et beaucoup plus simple. Newton et Einstein se sont trompés, mais je reste convaincu, et je l'ai même écrit à plusieurs reprises dans le livre, que s'ils avaient eu en leur temps la connaissance que nous avons aujourd'hui, l'étendue des observations qui ne leur étaient pas encore accessibles, je reste persuadé qu'ils auraient revu leur copie, eux. Ce n'est pas une machination fomentée par le monde scientifique que de nous présenter une science totalement fausse. C'est que les milliers, voire les millions de scientifiques n'ont jamais fait l'effort de réévaluer les hypothèses de base. Ils sont partis dans une science qui demande d'admettre des règles mathématiques et non plus de faire appel à la logique, à l'esprit scientifique. La jeunesse ne se reconnaît pas dans cette nouvelle définition de la science, et c'est pour cette raison qu'elle la rejette. Je ne suis pas tendre envers ce monde scientifique, qui n'existe même plus. Il n'y a plus de réel scientifique. Un véritable scientifique compare en toute objectivité de nouvelles hypothèses, de nouvelles idées. Il ne doit pas les occulter et invectiver son auteur parce qu'elles ne sont pas conformes aux dogmes en vigueur. Malheureusement, le monde de la science est dominé par les seigneurs du savoir, les physiciens. Personne ne peut leur formuler le moindre reproche, car personne ne les comprend. Eux non plus ne se comprennent pas entre eux. Les sciences revisitées démontrent que depuis plus d'un siècle, ils sont partis dans une dérive infernale. Les sciences quantiques en sont la preuve. La relativité d'Einstein, la même chose. On ne peut pas jouer avec le temps comme bon le voudraient certaines équations fausses. Les scientifiques ont beau revendiquer et s'approprier la paternité des progrès technologiques, mais ce ne sont que des mensonges supplémentaires, car toutes ces découvertes sont issues de l'expérimentation.
du tâtonnement face aux observations, afin de les reproduire, voire de les améliorer. La théorie vient après tenter d'expliquer les choses. Et si la théorie a besoin de faire intervenir des absurdités du style l'antimatière, elle doit prendre cela comme un avertissement d'une certaine dérive. Ce n'est pas aux mathématiques de prétendre que notre environnement n'est que le fruit de l'imagination de notre esprit. Les mathématiques ne sont pas des théories, contrairement à ce que voudraient les sciences dites modernes. Elles sont un support indéniable pour valider que notre compréhension est correcte, et non pas le contraire. Aujourd'hui, notre intelligence, notre logique est jetée au rencard, sous prétexte que nos sens sont induits en erreur. Mais balivernes, ce sont vos théories qui sont abjectes. Vraiment n'importe quoi. Et dire que cela sort de l'esprit humain, de son intelligence. Bon, je m'arrête là. Mon livre, comme je le dis dans son introduction, est à la portée de toutes et tous. Même si quelques équations semblent rebuter celles et ceux qui pensent avoir tout oublié. Je reviens avec des explications simples et parfois avec des démonstrations qui ont été négligemment mises sur la touche. Elles deviennent évidentes car elles sont toujours issues de représentations graphiques. Ces relations correspondent souvent au calcul de la surface d'un rectangle, soit le produit de la base avec la hauteur, ou plus compliqué, celle du triangle. Le même calcul divisé par 2, rien de plus sophistiqué. Je reconnais toutefois que sa complexité repose avant tout sur le fait que tous nos acquis imposent une réflexion dans une direction donnée, direction qui devient radicalement opposée. Et je sais qu'en ayant exposé tout ce que je viens de faire, certains lecteurs avaient plus de facilité pour l'aborder, car ils savaient où tout cela conduisait. J'ai encore beaucoup de travail pour achever le 2e, puis le 3e volume. Ils sont grandement ébauchés. Malheureusement, les 6 années passées à l'écriture de celui-ci, avec l'ébauche des autres, bien sûr, et ce, sans rien gagner, période suivie d'une grosse année à essayer de convaincre les scientifiques de lire avant de critiquer, font que le travail que je fais occasionnellement à côté, pour enfin vivre, ne me permet plus de continuer cette rédaction. Je ne peux continuer parce que cette rédaction est un travail de réflexion qui demande un investissement intellectuel à temps complet. Non pas 35 heures par semaine, mais bien plus du double. Alors, si mes idées vous plaisent, et je sais qu'elles s'imposeront tôt ou tard, alors si mes idées vous plaisent, faites-les connaître en partageant cette vidéo. Le nombre ouvrira peut-être les yeux de ceux qui tiennent à les conserver fermés, à faire la politique de l'autruche. Je vous remercie de votre attention. Un merci également à tous mes lecteurs qui m'adressent des messages d'encouragement et de soutien. Un merci pour finir à ma compagne Mélissa, à ma sœur France et encore une fois à Sébastien qui m'ont permis de sortir ce livre. À bientôt. Éventuellement cet été, au camping du Pont Vert à Épinac en Bourgogne, la gérante, ma sœur, est très sympa et j'y vais souvent.